L'histoire de cet anime commence durant une matinée. Des mineurs étaient en train d'excaver une mine lorsqu'un violent tremblement de terre frappe soudainement les lieux. Tout le monde fuit immédiatement, car évidemment, c'est dangereux. Mais contrairement aux autres, une femme court dans la direction opposée. Les gens fuient les zones envahies par les débris et les effondrements. Parmi eux, un homme se retrouve coincé entre des troncs de bois. Par conséquent, il laisse tomber sa bourse d'argent. Un ouvrier en profite pour tenter de la lui voler. Cependant, l'homme l'arrête en saisissant son poignet. Voyant qu'il résiste, le voleur sourit. Il prend une pioche et s'apprête à mettre fin à la vie du pauvre homme. Mais à ce moment-là, la femme arrive et sauve l'homme en incinérant complètement le voleur. L'homme resté au sol crie de terreur. C'est une sorcière. Oui, vraiment ingrat. Dans un changement soudain de scène, la femme est sur le point d'être condamnée à la pendaison. Les habitants du village observent la situation avec attention. Certains lui lancent des pierres en exigeant sa mort. Tout cela est observé par des nobles. L'un d'eux demande où se trouve le prince, puisqu'il est censé être chargé de prononcer la sentence. Mais le soldat nommé Carter, qui sert le prince, l'ignore simplement. Nous passons maintenant à l'intérieur d'une demeure. Nous y rencontrons Barov, le serviteur du prince. Il croise Tyr, une servante qui vient de sortir de la chambre où se trouve le prince. Barov lui demande, et elle répond qu'il dort encore. Malgré cela, Barov frappe à la porte et entre dans la chambre. Il découvre une scène qui, à première vue, nous laisse deviner ce qui s'est passé. Barov s'approche du prince pour tenter de le réveiller. De manière inattendue, le prince, qui est justement notre protagoniste, se réveille confus et demande où il se trouve. Barov l'informe qu'il doit exécuter une sorcière et que tout le village attend sa sentence. Cela semble absurde au prince, qui pense même qu'il s'agit d'un rêve. Dans une tentative de se souvenir, il lui demande s'il s'appelle Barov. Le prince remarque que le vieil homme le regarde avec incrédulité, alors il décide d'observer avant d'agir. Alors qu'ils étaient sur le point de partir, le prince s'arrête et se retourne pour regarder la coupe tomber au sol. Quelque chose qui lui semble étrange. Pendant ce temps, au centre du village, les habitants attendent avec impatience l'arrivée du prince. À cet instant, la porte s'ouvre et Roland sort accompagné de Barov. En le voyant, le noble d'avant affiche une expression de dégoût. Mais tous les habitants l'acclament. Parmi eux se trouve Tyr, qui reste stupéfaite en le voyant là. Roland, de son côté, observe la sorcière à cet endroit. Mais trouvant la situation ridicule, il feint d'avoir sommeil et reporte le jugement à une date ultérieure. Carter et Barov tentent de l'arrêter, l'avertissant que s'il la laisse en vie, d'autres sorcières pourraient être attirées. Cela semble parfait pour Roland, car ainsi il pourrait toutes les capturer en même temps. Sans rien ajouter, il quitte les lieux, laissant les habitants et les nobles déconcertés. Dans un changement de scène, Roland se trouve dans son carrosse en route vers sa résidence. En regardant par la fenêtre, il remarque que les gens le regardent avec indifférence. Après un court trajet, ils arrivent à sa résidence. Roland s'enferme dans sa chambre et peut enfin pousser un soupir de soulagement. Après avoir vu tout cela, il conclut qu'il se trouve dans un monde différent, dans le corps d'un prince en qui personne n'a confiance. Un territoire insignifiant et une société incivilisée, autrement dit une époque sombre et ignorante. Sur le mur de sa chambre, il découvre un tableau avec différents noms. Parmi eux, il en voit un qui attire son attention. Il se place devant le miroir et, comprenant qu'il s'est réincarné, suppose qu'il devra s'adapter et occuper la place de Roland Wimbledon. Ainsi, dans un changement de plan, on le voit dévorer la nourriture qui lui a été servie. À ce moment-là, Barov arrive en demandant s'il l'a appelé. Roland répond que oui et l'invite à s'asseoir. Alors qu'il le regarde manger, Barov l'informe qu'ils ont reçu un rapport indiquant des traces d'une sorcière dans la forêt de l'Ouest et Le vieil homme la lui montre en la décrivant comme l'emblème de la confrérie des sorcières. Roland demande ce que c'est. Barov lui révèle qu'il s'agit d'une organisation de sorcières. Une organisation qui rassemble ses semblables afin de chercher la montagne sacrée. Car, selon les rumeurs, quiconque y parvient obtient la paix éternelle. Une promesse utilisée par la confrérie pour convaincre des jeunes filles de devenir des sorcières. Il lui demande même s'il se souvient de la disparition de nouveau-nés. On raconte en effet qu'elles en seraient responsables. Roland lui demande s'il craint qu'elles viennent secourir la sorcière. Barov le confirme. Car il est certain qu'elles ne laisseront pas échapper une compagne déjà corrompue par le pouvoir démoniaque.
Le protagoniste, intrigué par tout cela, lui demande de quel type de pouvoir il s'agit et comment ils ont réussi à la capturer. Barov lui raconte que cela s'est produit il y a quelques jours lors de l'effondrement d'une mine du Nord. Roland demande à nouveau quel type de sorcellerie elle a utilisé. Barov révèle qu'elle a libéré des flammes maléfiques de ses mains et qu'elle a brûlé un homme jusqu'à le faire fondre. C'est pourquoi il estime qu'il faut s'en débarrasser au plus vite. Roland ignore cette suggestion et lui demande de l'emmener jusqu'à elle. Barov tente de l'en empêcher. Mais Roland change de sujet et lui demande pourquoi ils ont choisi la pendaison pour cette sorcière plutôt que le bûcher. Barov suppose que c'est parce que cette sorcière ne craint pas le feu. Dans un changement de scène, Roland descend vers le cachot où se trouve la sorcière. Carter tente de le raisonner. Mais notre protagoniste ignore ses avertissements et demande qu'on le conduise jusqu'à elle. Après un court trajet, ils arrivent devant la cellule de la sorcière. L'un des gardes ouvre les barreaux et Roland entre. Carter se place devant lui pour le protéger. Mais sa peur est palpable. À cet instant, la sorcière lève la tête et se met debout. Immédiatement, Carter dégaine son épée, prêt à attaquer. Mais Roland le calme. Il s'approche de la sorcière et lui demande son nom, sans oublier de se présenter comme le seigneur de la ville frontalière. Oui, un vrai chevalier, Roland. La sorcière révèle son nom, Anna. Roland lui demande ce qui s'est passé ce jour-là à la mine. Anna lui raconte que son père était un mineur qui travaillait dans cette mine lorsque l'effondrement s'est produit, et à ses côtés, il y avait un autre mineur qui a voulu en profiter pour lui voler les économies de toute une vie. Son père s'est battu de toutes ses forces pour l'en empêcher. Et lorsqu'elle l'a finalement trouvé, elle a vu que ce mineur levait sa pioche pour lui ôter la vie. Elle n'a donc eu d'autre choix que de le tuer. Après avoir entendu son histoire, Roland lui demande comment elle a été arrêtée. La sorcière répond en tremblant qu'on l'a accusée à tort. Roland demande à savoir qui en est responsable. Cependant, elle ne répond pas. Barov s'approche alors de Roland et lui révèle que c'est son propre père qui l'a dénoncé. Cela déroute Roland, mais Barov lui explique qu'il l'a sûrement fait pour la récompense. Car toute personne qui découvre et dénonce une sorcière reçoit 25 dragons d'or. Une somme qui, pour quelqu'un avec une jambe brisée, équivaut à une assurance vie. Laissant cela de côté, Roland demande si l'autre mineur était un adulte, car il veut savoir comment elle l'a tué. Anna avoue qu'elle l'a fait avec ce pouvoir qu'ils appellent le pouvoir du diable. En entendant cela, les gardes et Carter se mettent en alerte. Cependant, Roland ne réagit pas et lui demande de le lui montrer. Carter et Barov remettent en question cette décision, lui rappelant que la pierre du châtiment divin la retient, et que s'il la libère, les conséquences pourraient être inimaginables. Même la sorcière dit à notre protagoniste que sa curiosité pourrait le tuer. Roland ignore cela et lui répond que si elle était vraiment un démon maléfique, elle ne devrait pas le tuer lui, mais son père. Anna secoue la tête et se met à pleurer. Roland se lasse d'attendre. Il s'approche donc d'elle et lui demande à nouveau de lui montrer son pouvoir. Ainsi, il saura si elle est digne de recevoir sa compassion ou si elle est un vil démon capable de feindre. Sur ces mots, il approche sa main du collier qu'elle porte. Carter tente de l'en empêcher. Mais dans la lutte, le collier se brise et la sorcière libère tout son pouvoir. Immédiatement, Carter saisit Roland pour l'emmener en lieu sûr. Cependant, celui-ci refuse de bouger, lui montrant les flammes et comment celles-ci ne se propagent pas. En voyant cela, il comprend qu'elle contrôle les flammes avec précision pour ne pas leur faire de mal. Il reste quelques secondes à observer les barreaux de fer fondre sous l'intensité du feu. Roland ne quitte pas la femme des yeux, et lorsque les flammes finissent par s'éteindre, Anna lui demande s'il va la tuer maintenant que sa curiosité est satisfaite. Roland ne dit pas un mot. Il s'approche d'elle et la couvre de sa cape. Puis il répond que non, qu'en réalité, il veut l'engager. C'est bien ça. Elle est entrée en tant que prisonnière et en est sortie avec un emploi. Quel gouvernement! Maintenant, changeons de scène. Roland se trouve dans sa chambre, en train d'écrire sur une feuille tout ce qu'il sait des lois de la thermodynamique. Après une brève analyse, il conclut que le pouvoir d'Anna est idéal pour ce qu'il s'apprête à faire. À ce moment-là, Barov frappe à la porte. Roland lui demande d'entrer et s'enquiert de la tâche qu'il lui a confiée. Barov confirme avoir mis en scène l'exécution de la sorcière. Ainsi, personne ne s'est douté de rien. Satisfait, Roland lui demande de rédiger un rapport.
résumant tout ce qui s'est passé durant la dernière décennie à Bordertown, que ce soit le commerce, les impôts et les dépenses, et également les ateliers de la ville, comme ceux de la forge, du textile et de la céramique. Barov est surpris en entendant cela. Il lui demande même pourquoi il veut savoir tout cela. Pense-t-il prendre au sérieux la lutte pour le trône? Roland reste un instant confus en entendant cela. Il s'approche alors de la carte accrochée au mur. Là, il voit comment chacun de ses frères gouverne une partie du royaume. Goron contrôle la forteresse militaire, Garcia le port commercial, Tifeko le centre économique, Tilly le centre culturel, et enfin lui, qui gouverne la ville frontalière. Avec tout cela en tête, il demande à Barov quelles sont ses chances de gagner. Le vieil homme répond avec regret que les fiefs des autres princes sont bien plus avantagés. Il est donc difficile pour lui d'espérer quelque chose. De plus, avec ses performances passées et sa réputation auprès de la noblesse, il doute fortement qu'il ait beaucoup de chance. Roland lui donne raison, mais c'est justement pour cela qu'il se concentrera sur une autre manière d'impressionner son père. Avant de poursuivre la conversation, il lui demande s'il sait qui gouverne réellement ce pays. Barov répond que c'est la famille royale de Grey Castle. Roland réfute cela, affirmant que ce n'est qu'une façade, car, en réalité, ceux qui gouvernent se trouvent dans la ville sainte d'Hermès. En d'autres termes, l'Église. C'est pourquoi il souhaite créer un royaume qui ne soit pas soumis à l'Église. Ainsi, le trône lui appartiendra entièrement. Il lui demande même si cela ne le dérange pas que l'Église s'immisce autant. Barov admet qu'il a raison, mais malgré tout, l'Église est profondément enracinée et bénéficie du soutien du peuple. Roland précise que le peuple ne la soutient que parce qu'il croit à ses mensonges. C'est pourquoi ils vont s'attacher à prouver qu'elle ment. Et le premier mensonge concerne les sorcières, celui qui prétend qu'elles sont l'incarnation du mal. Barov demande avec incrédulité si c'est pour cette raison qu'il a sauvé la sorcière. Roland le confirme, et il lui promet que s'il remporte la lutte pour le trône, il ne sera plus un simple serviteur, mais deviendra sa main droite. Mais pour cela, il a besoin qu'il ne remette pas ses décisions en question. Après cette conversation, Barov quitte la pièce. Dans le couloir, il croise Carter. Celui-ci lui demande de quoi ils ont parlé. Mais Barov évite de répondre, se contentant de dire que le prince ne semble plus le même. Passons maintenant à la sorcière. Elle est assise dans le jardin, plongée dans ses pensées. On apprend qu'après sa démonstration de magie, Barov s'est rendu dans sa chambre pour lui expliquer en détail les termes de son contrat de travail. Mais jusqu'à présent, elle ne sait toujours pas ce qu'elle devra faire. À ce moment-là, Roland apparaît. Notre protagoniste s'approche d'elle et la salue. Anna reste confuse. Elle lui demande pourquoi il fait tout cela pour elle. Roland se contente de sourire et l'invite à faire une promenade. En chemin, Anna lui demande pourquoi il l'a sauvée alors qu'elle a tué quelqu'un. Roland lui rappelle qu'elle l'a fait pour sauver son père. Quelque chose que n'importe qui aurait fait. Malgré cela, Anna se demande s'il est vraiment judicieux de lui pardonner, puisqu'elle est une sorcière. Face à cela, Roland s'approche d'une fleur et l'accueille. Puis il la tend à Anna. Lorsque la sorcière la prend dans ses mains, Roland lui révèle immédiatement, Anna laisse tomber la fleur. Mais Roland précise aussitôt que c'était un mensonge. Cependant, ces simples mots ont suffi à lui faire ressentir de la peur. En entendant cela, Anna lui demande si c'est la même chose pour les sorcières. Roland le confirme. Il ajoute également que leur pouvoir est un produit de la nature, donc il n'est pas maléfique. Anna commence à pleurer. Elle lui avoue qu'elle ne comprend pas l'ampleur de ce pouvoir démoniaque capable de blesser tout ce qui l'entoure. C'est pourquoi elle pense que le mieux serait qu'on l'exécute. Roland s'impatiente. Il lui dit que si elle veut mourir, elle est libre de le faire. Mais cela ne résoudra rien. Et les autres continueront de penser la même chose des sorcières. Cependant, elle peut choisir un autre chemin. Un chemin où ils créeront un monde dans lequel les sorcières pourront vivre tranquillement, sans peur. Après avoir dit cela, il lui demande si elle ne souhaite pas redevenir comme avant. Anna répond en larmes que si. Elle veut une vie normale où elle enseigne aux enfants à lire et à écrire, comme le faisait son maître Karl. Roland lui dit que cela sera possible si elle le rejoint et qu'ils travaillent ensemble. Dans ce cas, Anna accepte. Elle demande alors ce qu'elle doit faire. Dans l'après-midi, Roland la conduit dans une usine afin qu'elle s'entraîne et apprenne à contrôler son pouvoir. Durant les jours suivants, Anna accomplit sa tâche avec dévouement. Pendant ce temps,
Roland reste dans sa chambre à lire et à examiner les rapports. Une nuit, Tyr, la servante du début, envoie une lettre à l'aide d'un pigeon voyageur. Dans l'après-midi, Roland l'emmène dans une usine afin qu'elle s'entraîne et apprenne à contrôler son pouvoir. Durant les jours suivants, Anna accomplit sa tâche avec sérieux, tandis que Roland reste dans sa chambre à lire et à examiner des rapports. Une nuit, Tyr, la servante du début, envoie une lettre à l'aide d'un pigeon voyageur. Le lendemain matin, Roland rencontre Barov et lui explique qu'il a examiné les registres du fief. Il a découvert que le territoire frontalier se distingue uniquement par son activité minière, mais qu'un point étrange attire son attention. Les revenus sont presque inexistants et tous les échanges commerciaux se font avec le village de Saul. Confus, il demande d'où provient la nourriture. Barov révèle que jusqu'à l'année précédente, tout le minerai produit dans le territoire frontalier était échangé contre du grain auprès de la forteresse de Longchamp. Roland demande la raison de cette situation. Barov explique que, pour Longchamp, le territoire frontalier est considéré comme une propriété. Ils nourrissent donc les travailleurs juste assez pour qu'ils continuaient à produire. Oui, une exploitation totale. Même avant l'arrivée de Roland, le baron Boris, ancien seigneur, obéissait toujours aux ordres de la forteresse et livrait tout le minerai en échange d'un peu de nourriture. Cela semble absurde à Roland, car même dans une logique d'intérêt personnel, il aurait cherché à développer un véritable commerce. Barov lui révèle alors que Boris et plusieurs chevaliers possèdent des biens à Longchamp. C'est pourquoi ils ne se sont jamais souciés du développement du territoire frontalier. Ils se contentaient de livrer le minerai pour couvrir les rations alimentaires, tout en recevant une part des bénéfices. Oui, une situation profondément injuste. Roland comprend qu'ils ne peuvent pas continuer ainsi et ordonne donc de mettre fin à cet échange. Barov demande alors d'où viendra la nourriture. Roland répond que, désormais, ils établiront un véritable commerce. Ils vendront tout leur minerai au village de Saul, puis achèteront du grain en retour. Face à cela, Barov évoque un problème potentiel. Et si le village refusait d'acheter? Dans ce cas, Roland propose de vendre le minerai à 50% du prix du marché, afin d'obtenir rapidement un capital de départ et de conquérir progressivement le marché. À ce sujet, Barov lui demande alors ce qu'ils feront ensuite avec un prix aussi bas. Roland proposa alors une stratégie encore plus ambitieuse, vendre le minerai à d'autres régions. Après tout, il se trouvait à la source du fleuve Rouge, un cours d'eau qui traversait tout le pays. Une fois qu'ils disposeraient d'une flotte solide, ils pourraient étendre leur commerce à grande échelle. Le fleuve Rouge deviendrait ainsi leur propre route de la soie. Barov reconnut que le plan était ingénieux. Cependant, il souleva une inquiétude majeure. Cela pourrait être perçu comme un vol envers la forteresse de Chantelon. Et dans ce cas, il risquerait de ne plus être autorisé à s'y réfugier durant l'hiver. Roland, intrigué, demanda pourquoi ils auraient besoin de passer l'hiver là-bas. Barov lui rappela alors l'existence de la lune démoniaque. Chaque année, après le printemps enneigé, une sorte de porte de l'enfer s'ouvrait dans les montagnes du Dragon. Une énergie maléfique s'en échappait, corrompant les animaux de la forêt de brume. Ces derniers se transformaient alors en bêtes sauvages, violentes et sanguinaires, qui se déchaînaient vers l'est en détruisant tout sur leur passage. Or, le village frontalier ne possédait aucune muraille. Par conséquent, ses habitants n'avaient d'autre choix que de fuir et de se réfugier à Chantelong pendant cette période. Roland comprit immédiatement une chose essentielle. Tant que ce problème ne serait pas résolu, il ne pourrait ni prospérer, ni espérer rivaliser pour le trône. Sans perdre un instant, il fit appeler Carter. Peu après, dans la salle royale, 3 survivants de la lune démoniaque furent amenés devant lui. 2 d'entre eux étaient des chefs de patrouille chargés d'allumer les signaux de feu, tandis que le 3e était un chasseur ayant réussi à affronter et tuer 2 de ces bêtes. Roland commença par les interroger sur le fonctionnement des signaux. Le premier homme, nerveux, se mit à bégayer. Roland préféra alors donner la parole au second. Celui-ci expliqua qu'il patrouillait sur le versant sud des montagnes du Dragon. Lorsqu'ils repéraient des traces de bêtes, ils allumaient immédiatement les signaux de feu. Ensuite, ils fuyaient par bateau pour rejoindre la forteresse. Ce détail attira particulièrement l'attention de Roland. Il demanda alors si les bêtes ne les attaquaient pas sur l'eau. Le soldat répondit que non, et qu'il n'avait jamais vu une seule de ces créatures traverser un cours d'eau. Avec cette information en tête, Roland poursuivit ses questions
et demanda combien de temps durait généralement une lune démoniaque. Le soldat répondit qu'elle s'étendait habituellement sur 2 à 3 mois. Cependant, il mentionna qu'il y a 2 ans, elle avait duré 4 mois. Lors de cet événement, de nombreuses personnes étaient mortes, non pas à cause des bêtes, mais de malnutrition. Cette révélation troubla Roland. Après tout, ils étaient censés être en sécurité à Chantelon. Le soldat expliqua alors la vérité. La forteresse ne distribuait la nourriture qu'en fonction de la quantité de minerais livrés. Même en rationnant strictement, les provisions ne suffisaient à peine que pour 3 mois. Au-delà de cette durée, c'est pour cette raison que, durant le dernier mois, ces misérables se contentèrent de regarder les habitants mourir de faim, sans rien faire pour les aider. Une cruauté qui révolta profondément Roland, même s'il resta attentif et calme en écoutant chaque détail. Il se tourna ensuite vers le chasseur et lui demanda quelle créature il avait affrontée. L'homme répondit qu'il s'agissait de bêtes ressemblant à un sanglier et à un loup. Il expliqua que ces monstres étaient en réalité des animaux mutés et que plus une bête était féroce avant sa mutation, plus elle devenait difficile à vaincre. Cependant, il précisa que ces créatures n'étaient pas les plus terrifiantes. Les véritables dangers étaient les hybrides. Des monstres aussi puissants qu'un lion, dotés d'ailes d'aigle et d'un odorat capable de détecter une proie, même parfaitement cachée. Roland supposa alors qu'il ne devait pas y en avoir beaucoup. Le chasseur confirma, estimant leur nombre à environ 3 par lune démoniaque. Il ajouta toutefois un détail rassurant. Ces hybrides ne pouvaient voler qu'à basse altitude. Sinon, même les murailles ne suffiraient pas à protéger la population. Après avoir recueilli toutes ces informations, Roland demanda le nom du chasseur. Celui-ci se présenta comme Hache d'Acier, un nom à la hauteur de sa bravoure. Impressionné, Roland le félicita chaleureusement, puis, en guise de récompense pour les 3 hommes, ordonna qu'on leur remette 10 pièces d'argent chacun. Une fois seul, Roland demanda à Carter de l'accompagner. Ils se rendirent ensemble à l'endroit où les signaux de feu étaient allumés. Observant attentivement les environs, Roland demanda à Carter quelle distance séparait ce point du fleuve. Carter estima la distance à environ 2000 pieds. Intrigué, il demanda alors la raison de cette inspection. Roland envisageait-il réellement de passer l'hiver au village frontalier? Roland confirma sans hésiter. Il déclara qu'il défendrait le village et qu'il vaincrait les bêtes. Surpris, Carter lui demanda comment il comptait s'y prendre. C'est alors que Roland révéla son ambition, construire le plus grand mur que l'humanité ait jamais vu. Pendant ce temps, Barov travaillait dans son bureau, plongé dans ses pensées. Il ne cessait de réfléchir au changement radical de Roland. Il n'y a pas si longtemps, ce dernier n'était qu'un ivrogne insouciant, laissant toutes les responsabilités aux autres, à lui notamment. Barov avouait même avoir regretté d'avoir accepté son poste. Mais désormais, quelque chose avait changé. Depuis qu'il avait sauvé la sorcière, Roland faisait preuve d'une intelligence stratégique impressionnante. Non seulement il avait réussi à éviter une situation délicate, mais il avait également osé s'attaquer directement au pouvoir religieux. Et cela annonçait des bouleversements bien plus grands encore. Intrigué par ce qui allait se passer, Barov espérait sincèrement que le plan de Roland concernant la construction d'une muraille réussirait. Dans le cas contraire, tous leurs efforts jusqu'à présent seraient réduits à néant. Rien que d'y penser, il se demandait comment une telle entreprise pouvait être réalisable. Pendant ce temps, Carter avait reçu l'ordre de superviser les travaux. Roland leur avait demandé de se rendre à la mine du Mont Nord afin d'en extraire de la pierre calcaire qu'ils devaient ensuite mélanger uniformément avec de l'argile. Une fois ce mélange prêt, il devait être envoyé dans la salle de cuisson, où Anna prendrait le relais. C'est ainsi qu'on put voir la jeune sorcière utiliser sa magie avec une précision remarquable. Après plusieurs heures, Anna sortit enfin de la salle. Roland entra alors pour inspecter le résultat. Satisfait, il donna une nouvelle instruction à Carter. Trouver quelqu'un pour broyer le matériau obtenu et le mélanger avec du gypse jusqu'à obtenir une fine poudre. Dans l'après-midi, le mélange était prêt. Curieux, Carter demanda ce que Roland comptait faire. Ce dernier se contenta de sourire avant de dire à Anna que, cette fois-ci, il allait lui montrer sa propre magie. Surprise, elle lui demanda s'il était lui aussi capable d'utiliser la magie. Roland répondit calmement que oui, mais que la sienne s'appelait la science. Il ordonna alors à Carter de mélanger la poudre avec de l'eau,
puis de la verser sur les pierres afin de combler les interstices. Sceptique, Carter doutait du résultat, mais Roland lui demanda simplement de lui faire confiance et d'attendre le lendemain. Le jour suivant, ils retournèrent cuire. Sur place. Roland demanda à Carter de tester la solidité de la structure. Sans hésiter, celui-ci frappa les pierres avec une pelle et resta stupéfait. La surface était devenue extrêmement dure. Impressionné, Carter affirma qu'avec ce matériau, il pourrait construire une muraille entourant tout le village en 5 ans et même renforcer le château. Mais Roland alla encore plus loin. Il déclara qu'il ne comptait pas s'arrêter là. Il voulait également bâtir des habitations pour tous les villageois. Il confia alors à Anna la production quotidienne de ce matériau, tandis qu'il ordonna à Carter d'achever la muraille, en seulement 3 mois. Avant de partir, Carter l'interrompit pour lui demander le nom de cette poudre miraculeuse. Après quelques secondes de réflexion, Roland répondit simplement « Ciment », un nom qui, étrangement, semblait déjà familier. Quelques jours plus tard, Roland se rendit sur le chantier pour inspecter l'avancement des travaux. Mais, à sa grande déception, il constata que presque rien n'avait été accompli et que le peu qui avait été construit était mal réalisé. Carter en assuma immédiatement la responsabilité. Cependant, Baroff intervint pour le défendre, expliquant que pour un projet d'une telle envergure, ils avaient besoin d'un architecte expérimenté. Sachant tout cela, Roland ordonna qu'on parte immédiatement à la recherche d'un maître tailleur de pierre. Dans un changement de scène, un homme marchait seul dans le village, perdu dans ses souvenirs. Il repensait aux moments passés avec Anna et les autres filles. Parmi ses souvenirs, une image le marqua particulièrement. Celle d'une de ses élèves qui avait fait irruption dans son bureau, les larmes aux yeux, après avoir découvert qu'elle était elle aussi une sorcière. Cette révélation l'avait profondément bouleversé. Soudain, ses pensées furent interrompues par un homme qui l'appelait au loin. Ce dernier lui demanda de l'aider à lire une annonce publiée par le prince. En s'approchant, il découvrit qu'on recrutait des travailleurs pour la construction de la muraille, notamment un maître tailleur de pierre. À la vue de ces mots, l'homme prit immédiatement la fuite. Peu de temps après, Baroff informa Roland qu'ils avaient trouvé un maître tailleur de pierre. Mais avec une certaine surprise, il précisa qu'il s'agissait en réalité du maître de l'école locale. Roland n'y accorda pas d'importance et ordonna qu'on le fasse venir. Les deux hommes se retrouvèrent face à face. Le maître se présenta sous le nom de Karl van Bert. Il affirma avoir participé à l'entretien des digues du Château Gris, conçu et construit des palais, et réparé de nombreuses installations publiques. En entendant cela, Baroff fit remarquer que les travaux du Château Gris étaient habituellement confiés à la guilde des tailleurs de pierre. Il lui demanda donc s'il en faisait partie. Karl confirma. Roland se souvint alors qu'un effondrement avait eu lieu lors de la construction du théâtre du château et que toute la guilde avait été déclarée coupable, avant d'être exécutée. Karl expliqua que cette version n'était qu'à moitié vraie. Selon lui, l'administrateur du chantier avait accepté des pots de vin et ordonné de changer le type de pierre utilisée, ce qui avait causé l'accident. Les membres de la guilde avaient pourtant averti à plusieurs reprises des risques structurels, mais personne ne les avait écoutés. Après la catastrophe, ils avaient tenté d'expliquer la situation à l'enquêteur. Mais lorsque l'administrateur fut interrogé, il déclara qu'il avait simplement cherché à réduire les coûts. Sur la base de ce témoignage, les autorités le déclarèrent innocent, tandis que toute la guilde fut condamnée à mort. Karl révéla alors qu'en apprenant cela, il avait fui dans la nuit et dissimulé sa véritable identité pour survivre. Après avoir entendu toute l'histoire, Roland lui demanda calmement « Pourquoi vous êtes-vous présenté ici ?» Karl avoua finalement qu'il avait bien une raison de se présenter, mais qu'il ne pouvait pas encore la révéler. Après avoir entendu toute l'histoire, Roland demanda l'avis de Baroff. Ce dernier choisit de lui accorder le pardon, estimant qu'ils avaient cruellement besoin de main-d'œuvre. Roland approuva cette décision. Il gracia Karl et le nomma immédiatement administrateur. Sans perdre de temps, il lui montra la carte ainsi que son ambitieux plan de construction. Comprenant qu'il souhaitait ériger une muraille pour stopper les bêtes démoniaques, Karl suggéra une alternative plus rapide, réduire la hauteur et l'épaisseur du mur et creuser plutôt une large tranchée. Selon lui, cela pourrait être achevé en 1 mois et demi. Cependant, il restait sceptique quant à la possibilité de terminer une muraille complète, faute de temps pour produire suffisamment de pierres taillées.
Roland lui posa alors une simple question. « Et si vous aviez assez de pierres ?» Karl répondit sans hésiter que ce serait possible. C'est à ce moment-là que Roland lui révéla son invention. Il le conduisit jusqu'à la zone où il avait mené son expérience. En découvrant la solidité du matériau, Karl resta stupéfait. « Avec une telle ressource, affirma-t-il, la muraille pourrait être achevée en 3 mois. » L'affaire était entendue. Roland lui confia la suite des opérations. Mais Karl demanda un instant pour revenir sur ce qu'il avait évoqué plus tôt. C'est alors qu'Anna entra dans la pièce. À sa vue, Karl sembla profondément soulagé. Il avoua que, depuis tout ce temps, il était hanté par des cauchemars. Submergé par l'émotion et reconnaissant envers Roland, il s'agenouilla devant lui. Roland lui demanda aussitôt de se relever et déclara calmement « Pour moi, les sorcières ne sont pas des incarnations du mal. Je ne participerai pas à leur chasse. » Rassuré, Karl décida enfin de révéler la vérité. Une autre sorcière était apparue. Il s'agissait de son élève, Nanawa. À cette annonce, un léger malaise s'installa dans la pièce. Barov savait que, dans n'importe quel autre endroit, cela aurait déclenché une chasse sanglante. Mais ici, face à Roland, il était curieux de voir sa réaction. Le prince, lui, se contenta de sourire. Karl s'approcha alors de lui et le supplia de prendre également Nanawa sous sa protection. Mais Roland comprit qu'il y avait un malentendu. Il tenta de clarifier les choses, expliquant qu'il avait sauvé Anna parce qu'il avait besoin de ses capacités. Karl interpréta mal ses paroles et promit qu'à l'avenir, Nanawa pourrait, elle aussi, le satisfaire. Barov éclata de rire. Roland, légèrement agacé, précisa alors qu'Anna était simplement responsable de la fabrication du ciment qu'il venait de voir. Cette révélation surprit énormément Karl. Roland lui demanda ensuite d'aller chercher Nanawa. En quittant la pièce, Barov avertit que traiter avec Nanawa Payne ne serait pas simple, étant donné qu'elle était la fille d'un baron. Roland décida alors que Karl l'accompagnerait désormais dans... Le lendemain, dans la cuisine, la fillette se montre timide et méfiante, mais tout change lorsque Anna apparaît. Ici, à Nanawa, elle la prend affectueusement dans ses bras, gagnant peu à peu sa confiance. Pendant qu'elle mange, Roland lui demande comment elle a découvert ses pouvoirs, et elle révèle qu'en essayant de soigner un petit oiseau blessé, une étrange énergie les a complètement guéris. Intrigué, Roland ordonne qu'on apporte des animaux blessés afin de vérifier sa capacité. Nanawa parvient à les soigner, démontrant qu'elle peut restaurer les dommages physiques, mais pas régénérer des membres perdus ni ressusciter les morts. Roland décide alors qu'elle doit s'entraîner, sans alerter sa famille. Pendant ce temps, Carter commence à comprendre son intérêt pour les sorcières et, face à la menace imminente de la lune démoniaque, Roland affirme qu'ils survivront, bien qu'ils soient conscients qu'ils font face à des dangers encore plus grands. Au cours d'une nuit, une femme aux cheveux argentés contemple la lumière de la lune. Un homme entre alors dans la pièce, s'adresse à elle en l'appelant « Votre Altesse » et l'informe que la flotte noire est revenue avec un grand butin après avoir intercepté un convoi allant de Valentria au cœur du loup. En entendant cela, la femme demande le nom du capitaine de la flotte noire. L'homme répond qu'il s'appelle Drake. Oui, comme le chanteur ou l'acteur, la femme se tourne vers lui et lui ordonne de lui accorder le titre de chevalier et de remettre tout le butin à la flotte noire. L'homme la remercie au nom de la flotte, puis change de sujet. Il l'informe que la mission a échoué, car le prince Roland s'est simplement endormi après avoir bu le vin empoisonné, avant de se réveiller peu de temps après. Oui, cela ne lui a fait absolument aucun effet, mais la femme se lasse de l'écouter. Elle lui ordonne de lui dire qu'elle lui accorde une dernière chance et demande également d'envoyer les affaires de sa sœur afin qu'il agisse en conséquence. Avant que l'homme ne parte, la femme lui donne un dernier ordre, exécuter l'alchimiste qui a préparé ce poison. Nous passons maintenant au territoire de Roland. Un homme arrive au quai et observe les gens travailler, tandis qu'au château, Roland examine des documents avec Vadop. Ce dernier l'informe que la muraille sera achevée très bientôt. Roland demande ensuite quelle est la situation commerciale. Barov assure que tout va bien et que les provisions en provenance du village de Saul sont déjà arrivées sur leur territoire. Il lui montre même les quantités inscrites dans son rapport, garantissant que cela suffira pour passer l'hiver. Il ajoute qu'après déduction des dépenses, il leur reste encore un petit excédent. Cependant, malgré les revenus commerciaux, leur déficit budgétaire reste important et il doute que la situation soit viable à long terme. En d'autres termes,
Pour l'instant, ils ne s'en sortent pas trop mal. Ils ont suffisamment de nourriture pour l'hiver et même un peu d'argent en surplus. Mais le problème est qu'ils dépensent toujours plus qu'ils ne gagnent, ce qui finira par leur poser de sérieux problèmes. En revenant à l'essentiel, ils précisent que la majorité des dépenses provient encore du trésor et qu'à ce rythme, ils pourront tenir, au mieux, jusqu'au printemps. Roland le rassure, lui rappelant qu'ils disposent toujours du commerce du minerai et que s'ils parviennent à terminer la muraille et à s'y établir solidement, la production sera assurée. Barov précise que ce n'est pas cela qui l'inquiète, mais plutôt le fait qu'ils aient interrompu l'approvisionnement en minerai de Longshan, car le duc Ryan ne restera certainement pas les bras croisés. À cet instant, quelqu'un les interrompt pour annoncer qu'un émissaire de Longshan est arrivé. Roland ordonne alors à Barov d'envoyer les serviteurs préparer un banquet avec la nourriture du village de Saul pour leur inviter. Car oui, on conquiert d'abord par la nourriture. On passe ensuite à table. Les servantes remplissent la pièce de toutes sortes de plats et de desserts. L'émissaire, un certain Hermon, reste perplexe en voyant tout cela, et Roland l'invite à manger. Hermon l'observe saisir la nourriture avec des baguettes et lui demande ce que c'est. Roland les présente comme des baguettes, expliquant que puisque ces sujets ne peuvent pas se permettre des couverts coûteux, il a imaginé ces ustensiles bon marché et qu'il aimerait que tous les habitants des régions frontalières apprennent à les utiliser. Il s'excuse également de ne pas avoir davantage à offrir. Hermon lui répond de ne pas s'inquiéter, car même à Longshan, ils ne peuvent pas profiter d'un festin comme celui-ci aussi souvent. Roland explique qu'il s'agit d'un banquet de bienvenue, quelque chose qu'il ne mange pas souvent, mais comme les provisions du village de Saul venaient juste d'arriver ce jour-là, il en a profité. Hermon reste incrédule en entendant l'origine de ces aliments. Roland ignore simplement sa réaction et l'invite à manger, suggérant de parler affaires plus tard. Après le repas, Hermon remercie son Altesse pour son hospitalité. Il mentionne également qu'il vient en tant que représentant de Longshan et que la date de livraison des minerais est déjà passée. Les vivres étaient prêts à être envoyés, mais cela n'a pas pu être fait car le minerai n'est toujours pas arrivé. Roland explique qu'ils ont récemment subi un accident. La mine du Nord s'est effondrée, interrompant la production, ce qui les a empêchés de réunir la quantité de minerai convenue. Suite à cela, Hermon lui propose de livrer seulement la production de 2 mois. Mais Roland, lui rappelant que, 2 ans auparavant, beaucoup sont morts de faim et qu'il ne permettra pas que cela se reproduise, décide d'annuler cet échange entre la forteresse et la ville frontalière. Hermon est surpris, encore plus lorsque Roland lui annonce qu'il a vendu le minerai au village de Saul. Il explique qu'ils vendent tout ce qui peut être acheté avec de l'argent et que ce commerce est donc plus avantageux pour son peuple. Oui, notre Roland est un véritable homme d'affaires. Après avoir écouté son Altesse, Hermon lui fait remarquer que le village de Saul ne commerce pas en minerai. Même s'il pète en pièces, cela ne représentera pas grand-chose, et cela pourrait même être une perte. Longshan opère dans l'Ouest depuis plus d'1 siècle, surpassant largement le village de Saul en développement et en taille de marché. C'est pourquoi, à long terme, il serait plus avantageux que la forteresse reste leur unique partenaire commercial. Hermon propose alors d'acheter 30% du minerai à un prix inférieur à celui du marché, une offre où les 2 parties pourraient en tirer profit, démontrant ses talents de négociant. Roland lui demande si ce qu'il propose garantirait l'accord des familles de la forteresse. Hermon répond qu'il n'en est pas certain, mais puisqu'il est chargé du commerce extérieur, il fera de son mieux pour les convaincre. Sur ces mots, Roland accepte, et Hermon se prépare à partir. Avant de quitter les lieux, il ajoute qu'il pourrait être dangereux de voyager jusqu'au village de Saul, surtout qu'il ne reste que 2 mois avant l'hiver. Hermon lui suggère alors d'adopter le point de vue du duc Ryan et de faire preuve de prudence sur certains sujets. Face à cela, Roland lui répond qu'ils n'iront ni au village de Saul ni à Longshan, mais qu'ils construiront une muraille pour se défendre, devenant ainsi la nouvelle frontière du royaume de Château-Gris. Surpris, Hermon lui rappelle que toute décision prise par son Altesse affectera l'ensemble des territoires frontaliers. Si quelque chose tourne mal, leur peuple n'aura aucun moyen de fuir. Roland le remercie pour son inquiétude et Hermon prend congé. Et en effet, Roland prend un énorme risque. Si son plan échoue, tout pourrait très mal se terminer. Après cette réunion, Roland demande à Barov de préparer les provisions comme prévu. De son côté, Hermon retourne dans sa ville et rapporte tout ce dont il a parlé avec Roland.
la construction de la muraille et son intention de diriger ses sujets pour vaincre les bêtes et transformer le territoire frontalier en nouvelle frontière du royaume de Château-Gris. Oui, Roland vise bien plus que de rester un simple seigneur local. En entendant cela, l'un des fonctionnaires se lève et critique les actions de Roland, les qualifiant d'enfantines. Les autres nobles rient également, affirmant que ce n'est qu'une question de temps avant que ce prince idiot ne vienne supplier leur clémence. À ce moment-là, le duc prend la parole. Il appelle Boris et lui demande s'il sait quelque chose à propos de cette muraille. Boris explique que, quelques jours auparavant, le prince Roland recrutait des tailleurs de pierre et de la main-d'œuvre. Cependant, il pensait qu'il s'agissait simplement de travaux pour rénover le jardin ou autre chose du genre, et non pour construire une muraille. Après cela, le duc demande à Hermon s'il a pu voir cette muraille de ses propres yeux. Hermon répond que oui. Avant de quitter le territoire frontalier, il est allé vérifier par lui-même et a découvert qu'elle était en construction près de la forêt de brume. Cependant, il ignore quelles méthodes sont utilisées, car les travaux avancent à une vitesse étonnamment rapide. Cependant, il doute qu'il puisse résister aux bêtes démoniaques. Face à cela, le duc lui demande son avis. Pendant que cette réunion se déroule, Roland convoque tout le peuple pour une annonce importante. Il leur révèle la rencontre qu'il a eue avec l'émissaire de la forteresse de Longchamp, où on lui a réclamé la livraison du minerai. Il explique qu'il a tenté de négocier en exposant la situation actuelle de leur production et en demandant des provisions pour passer l'hiver, mais que cette demande a été refusée. Ainsi, ils ne recevront pas de nourriture comme ce fut le cas lors de la lune démoniaque d'il y a 2 ans. Et comme on pouvait s'y attendre, la population est immédiatement envahie par l'inquiétude. Roland ajoute que récemment, les astrologues du royaume de Château-Gris l'ont averti que cet hiver sera plus long. Il pourrait durer plus de 4 mois, ce qui signifie que si rien ne change, la tragédie d'il y a 2 ans se reproduira et sera encore pire. Pour cette raison, il leur demande de se souvenir de tous leurs proches qui ont péri à cette époque. Pendant ce temps, à la réunion des nobles, Hermon déclare qu'il pense que le prince construit la muraille dans un but commercial. Son objectif serait probablement de les forcer à commercer avec de la monnaie. Mais comme il s'agit d'un prince, il suggère de ne pas entrer en conflit avec la famille royale. Il explique que s'ils acceptent d'acheter le minerai à 30% en dessous du prix du marché, cela resterait rentable. De plus, il leur serait bénéfique que Roland puisse défendre le territoire frontalier, car il pourrait ainsi réduire les coûts liés à la lutte contre les bêtes. Il pourrait également cultiver les vastes terres situées entre la forteresse et le village. Il ajoute que, puisque la lutte pour le trône dure 5 ans, le prince Roland ne restera pas inactif. Ainsi, à la fin de cette période, le territoire frontalier deviendra plus prospère, tout en restant sous leur autorité. À ce moment-là, le duc posséderait le plus vaste territoire du royaume. C'est pourquoi il propose d'acheter le minerai et d'envoyer des hommes pour participer à la construction de la muraille. Et oui, comme on pouvait s'y attendre, les autres membres de la réunion se mettent à rire et le traitent d'ingénu. De son côté, le duc reconnaît que c'est une bonne idée, mais précise aussitôt que c'est une façon de penser propre aux commerçants, qui ne voient que les gains et les pertes. Se levant de son siège, il affirme qu'il n'est pas arrivé jusqu'ici en ne pensant qu'au profit. C'est pourquoi il remet en question l'intérêt de négocier avec quelqu'un qu'il ne peut pas contrôler. Après tout, celui qui n'obéit pas reçoit sa punition. De plus, il se moque bien que le territoire frontalier prospère ou non. Après tout, il lui appartient, donc personne ne peut en prendre le contrôle. Et le prince ne fait pas exception. Pendant ce temps, le protagoniste présente au peuple les provisions qu'il a obtenues, assurant qu'elles suffiront pour tout l'hiver. Oui, enfin une bonne nouvelle. Il affirme également que la tragédie du passé ne se reproduira pas. La population le remercie, mais le calme est brisé lorsqu'il révèle qu'ils sont désormais en conflit avec Longchamp. L'ambiance retombe immédiatement, et ils comprennent qu'ils devront rester et résister. Pour survivre, il ordonne la construction d'une muraille et appelle tous ceux capables de se battre. En leur offrant un salaire et la protection de leur famille, il leur laisse un choix clair, mourir de faim ou défendre leur foyer. Il n'y a en réalité pas beaucoup d'options. Ensuite, avec Anna et Nanawa, il réalise une expérience avec une bougie. Il démontre l'existence de différents gaz, expliquant que la curiosité est essentielle au progrès. Plus tard, il demande du matériel pour une autre expérience. Mais alors qu'il tente enfin de se détendre, une femme apparaît derrière lui et place une épée contre son cou.
lui ordonnant de ne pas bouger, en s'adressant à lui comme à son Altesse. Dans la nuit, Anna se trouvait en train de regarder la lune depuis sa fenêtre. Puis, elle s'allongea sur son lit. Roland frappa à sa porte en demandant à lui parler. Immédiatement, Anna se leva et ouvrit la porte, demandant ce qui se passait. Et maintenant, je vais vous donner le contexte. Remontons quelques minutes dans le passé. Exactement au moment où la mystérieuse femme apparut avec sa dague posée contre le cou de notre protagoniste. Elle lui demanda de ne pas s'agiter, promettant de ne pas lui faire de mal. Roland lui demanda qui elle était. C'est alors qu'il remarqua qu'elle avait le même symbole que la pièce. Il lui demanda si elle était une sorcière. La femme fut surprise en entendant cela, reconnaissant alors qu'il était un homme plutôt bien informé. Elle se présenta donc comme Véronica. Roland exigea de savoir la raison de sa visite, mais la sorcière le remercia au nom de la confrérie pour avoir aidé Anna et Nanawa. Elle ajouta qu'elle était venue les secourir après avoir entendu dire qu'elles avaient été capturées en tant que sorcières. Mais, de manière surprenante, durant cette semaine, elle avait constaté qu'elles allaient bien, et même mieux que n'importe quelle autre sorcière. En entendant cela, Roland demanda si elle venait de dire qu'elle était infiltrée depuis une semaine. Avant de poursuivre la conversation, Véronica lui demanda de s'asseoir. Une fois plus à l'aise, Roland lui demanda de répondre à sa question. Cette femme lui révéla que, depuis son arrivée au village, elle était restée à ses côtés et avait vu tout ce qu'il avait fait. Et oui, c'est une véritable traqueuse. Mais bon, face à cela, Roland lui demanda la raison pour laquelle elle se montrait maintenant. Véronica mentionna qu'il y a un instant, elle avait vu sa servante lui servir du vin. Mais il y avait une particularité. Cette coupe contenait quelque chose d'ajouté. Face à une telle révélation, Roland lui demanda si elle voulait dire que le vin était empoisonné. Cependant, Véronica répondit en disant que, apparemment, son dîner était totalement sans danger. Roland clarifia immédiatement ce malentendu. Mais en changeant de sujet, il la remercie de l'avoir sauvée. Véronica lui répond que ce n'est rien. Après tout, c'est sa façon de le remercier d'avoir sauvé Anna. En disant cela, elle se lève du lit. Et en se tournant vers notre protagoniste, elle lui dit qu'elle emmènera Anna et Nanawa. En voyant qu'on lui enlève ses waifus, Roland demande où. Ce à quoi Véronica répond que c'est vers la confrérie des sorcières, l'endroit où les sorcières ne sont ni discriminées ni persécutées. Même si, à mon avis, elles sont mieux avec notre protagoniste. Et ce dernier le sait aussi. Il lui assure qu'elles seront en sécurité avec lui. La jeune femme reconnaît qu'il n'a pas de mauvaises intentions. Cependant, elle lui dit qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire, à savoir les emmener à la montagne sacrée, où, seulement là, elles pourront trouver la paix éternelle. À cela, Roland lui dit que ces hommes ont trouvé des traces de sorcières dans la forêt du Nord. Il lui demande si elles cherchent elles aussi la montagne sacrée. Mais Véronica refuse de répondre. Et oui, cela en dit déjà long. Face à tout cela, Roland lui dit fermement qu'il ne laissera pas Anna et Nanawa partir, disant que l'hiver approche et que c'est dangereux pour elles. Il les invite à passer l'hiver ici, offrant un refuge à la confrérie des sorcières. Et oui, quel bon protagoniste. Je dirais même qu'il est G-O-A-T. Cependant, Véronica lui dit que même si son Altesse n'a pas peur des sorcières, il y a trop de monde là-bas. Et si l'Église le découvre, elle ne laissera pas passer cela. Elle demande à Roland pourquoi, si cela représente autant de danger, il ne les laisse tout simplement pas partir. Ce à quoi notre Roland Goat répond qu'elles sont importantes pour lui. Véronica lui dit qu'il doit absolument emmener Anna, car elle est en danger si elle reste. Parce que pour les sorcières, la nuit de la majorité est la grande et Anna se réveillera pendant la lune démoniaque. Ce jour-là, les portes de l'enfer s'ouvriront. Le passage à l'âge adulte marque un avant et un après. Ceux qui n'arrivent pas à éveiller leur pouvoir après 18 ans ne le pourront plus jamais. D'un autre côté, ceux qui y parviennent souffriront de la douleur de leur magie chaque année, le même jour que celui de leur éveil. Une douleur si intense qu'elle peut aller jusqu'à les tuer, en leur infligeant une mort horrible, les réduisant en fumée, ne laissant au final qu'une couche de peau carbonisée. Sinon, si elles survivent à cela, leur corps se régénérera en 4 ou 5 jours. Oui, il semble que la vie d'une sorcière soit pleine de souffrances, sans compter qu'elles sont exécutées. Il est aussi mentionné que beaucoup de sorcières meurent à l'âge adulte. Et à cause de cette épreuve, elles sont considérées comme l'incarnation du démon. Dans la confrérie des sorcières, elles sauront comment prendre soin d'Anna et Nanawa,
elles auront plus de chances de survivre, et la montagne sacrée leur offrira une paix éternelle. La femme masquée dit aux protagonistes qu'elle pourrait être indispensable à ces grands projets, mais qu'il leur donne cette chance de survivre. En entendant cela, Roland, un peu triste, y réfléchit et accepte que Véronica les emmène. Elle le remercie pour sa compréhension, puis disparaît. Roland, un peu confus, se dirige vers la chambre d'Anna, lui disant qu'il a quelque chose d'important à discuter avec elle. En entrant, il raconte à Anna tout ce qui va lui arriver. Cependant, elle refuse de partir, disant qu'elle résistera à cette douleur, voulant rester aux côtés de son Altesse, laissant notre protagoniste stupéfait. Et oui, qui ne resterait pas avec lui, il est beaucoup trop bien. Véronica décide de rester, disant qu'elle a de l'expérience dans ce domaine et qu'elle pourra l'aider lorsque le jour viendra. Sinon, si elle n'est pas capable de résister, Anna devra subir les terribles conséquences. Sous-titre par la conséquence terrible. Le lendemain, Roland se réveille, et pendant que ses servantes rangent sa chambre, Carter entre dans ses appartements. Roland demande ce qui se passe. C'est alors que Carter révèle que Tyr est morte dans la nuit après être tombée de son balcon. Roland, comme il se doit, regrette ce qui s'est passé et ordonne qu'on lui fasse de bonnes funérailles. N'ayant rien de plus à dire, il lui ordonne de partir et de l'attendre dans la salle. Juste au moment où Carter s'en va, Véronica apparaît comme par magie. À cet instant, un silence s'installe. Alors, Roland lui demande si c'est elle. Véronica avoue la vérité, mais précise qu'elle ne l'a pas tuée, car lorsqu'elle est apparue devant elle, Tyr a décidé de se suicider en utilisant le poison qu'elle avait implanté dans sa dent. Elle a donc seulement fait en sorte que cela ressemble à un accident. Roland lui explique que, d'après ce qu'il a appris, ils avaient enlevé sa sœur, et qu'ils l'avaient envoyée pour le tuer. Il en déduit donc qu'il s'agissait de ses frères. Véronica lui suggère de se dépêcher et de se rendre à la réunion au plus vite. Roland tente de refuser, mais en voyant qu'elle a mangé tout son petit déjeuner, il n'a d'autre choix que d'assister à la réunion. C'est ainsi qu'on le retrouve face à Baroff et Carter. Le vieil homme le remarque un peu distrait. Il lui demande donc s'il se sent bien. Roland le rassure, disant qu'il a seulement faim et ordonne de commencer la réunion. Ainsi, ils commencent en expliquant que, en raison de la vente du minerai à moitié prix du marché, ils n'ont gagné que 200 dragons d'or. Mais après déduction des dépenses en ressources pour la muraille et les provisions, il ne reste que 90 pièces. Notre albinos considère que cela suffit pour tenir l'hiver. Mais à cet instant, Baroff lui rappelle qu'il a également annoncé une milice. À ce sujet, Roland demande à Carter où en est le recrutement. Ce dernier répond qu'il y a beaucoup de volontaires. Il pourrait même former une unité de 100 hommes. Cependant, l'entraînement et le commandement posent un gros problème, car ce sont de simples ouvriers face à des bêtes démoniaques. Il propose donc de demander le soutien du baron Boris afin de recruter des chevaliers. Et oui, Roland n'est pas stupide non plus. Il accepte donc. Il lui demande ainsi d'organiser une rencontre avec le baron Boris pour le lendemain. Roland discute seul à seul avec Baroff. Ce dernier doute que le baron Boris accepte de les aider. Cependant, Roland admet qu'il ne s'y attend pas non plus. Ils ont seulement accepté de se rencontrer parce que Carter lui fait confiance. Malgré tout, il reconnaît que sur le plan militaire, Carter a raison. Pendant qu'il jouait à Idrès, Baroff pense qu'il va perdre par manque de pièces. Cependant, Roland lui explique que les pions, les plus simples, sont ceux qui peuvent donner la victoire. Il fait ainsi une comparaison avec la réalité. Il fait confiance au peuple pour se battre jusqu'au bout, même sans expérience. Il assure néanmoins qu'il les entraînera et qu'ils ne combattront pas désarmés. Oui, un vrai leader. Ensuite, on voit Roland apprendre à Anna à concentrer sa magie de feu en un point précis. Après trop d'efforts, elle y parvient, changeant même la couleur des flammes. Mais elle termine complètement épuisée. Roland la félicite et lui annonce que ce qu'ils sont en train de créer sera une arme qui marquera une nouvelle ère. Plus tard, dans sa chambre, Véronica apparaît. Elle promet de protéger à la fois Anna et Roland. En guise de récompense, elle montre le parchemin qu'Anna lui a donné. Elle souhaite l'apporter à la confrérie des sorcières. Roland l'autorise sans aucun problème, montrant ainsi la confiance entre eux. Le lendemain, Roland et Carter rendent visite au baron Boris pour demander un soutien militaire. Bien que le baron reconnaisse leur courage, il refuse de les aider, affirmant que ses chevaliers sont épuisés.
et qu'il ne les risquera pas contre des bêtes démoniaques. À la place, il leur offre de l'argent comme geste de soutien. Cela met Carter en colère. Il voit cela comme un manque d'honneur. Cependant, Roland, calme, dit qu'il s'y attendait déjà. Il décide d'accepter l'argent, de l'utiliser stratégiquement et d'assumer qu'ils ne peuvent pas dépendre de la noblesse. Lorsque Carter demande comment ils s'entraîneront sans eux, Roland répond avec assurance qu'il a ses propres méthodes. Dans le camp, on voit Vanna, qui finit par croiser quelques amis, surpris qu'ils soient réellement venus. Tous deux expliquent qu'ils sont venus à cause de l'offre de travail alléchante, puisqu'ils n'auront qu'à faire des courses à cheval en évitant les combats. Ils demandent ensuite à Vanna ce qu'il adviendra de la fille du bar, Sherry, s'il venait à mourir. Il jure qu'il ne mourra pas et qu'il la demandera en mariage à son retour, ajoutant qu'il est venu pour gagner de l'argent et payer leur mariage. À ce moment-là, sur l'estrade, on demande à tout le monde de prêter attention, car Roland vient d'arriver. Roland est une figure bien trop importante, et en montant, il remercie tous ceux qui se sont portés volontaires pour défendre leur foyer, les nommant la milice de la ville frontalière. Pendant un mois, tout le monde sera entraîné et récompensé s'ils réussissent. La grande récompense est un œuf supplémentaire au petit déjeuner. Ce simple geste motive tout le monde, et Roland présente ensuite le capitaine. Comme certains le savent déjà, il s'agit de Kabago, le meilleur chasseur. Roland promet que quiconque se démarquera à l'entraînement et combattra bravement sera promu officier, peu importe son origine. Kabago prend alors la parole, et le premier exercice consiste à tenir la position de garde à vous comme lui pendant une demi-heure. Quiconque y parviendra recevra son œuf supplémentaire. Tout le monde réagit avec enthousiasme, et Kabago leur ordonne de bomber le torse, relever la tête, serrer les fesses et contracter le ventre. Maintenir cette posture s'avère bien plus difficile que prévu, et en plus, le soleil tape fort sur eux. Malgré cela, Vanna se pousse à bout pour obtenir cet œuf. On voit même Kabago transpirer, jusqu'à ce qu'il donne enfin l'ordre de se détendre, et tout le monde s'effondre d'épuisement. Personne n'avait imaginé que rester immobile pouvait être aussi fatigant, mais au moins, ils auront tous droit à un œuf, certains disant qu'ils n'en ont pas mangé depuis un an. Kabago informe Carter que tout le monde a réussi la première étape, et à ce moment-là, Roland appelle Carter. Tout le monde voit cela, et, inquiet, se demande s'il n'y aura plus d'œufs. Vanna fait confiance à la parole du prince, même si, pour ses amis, la parole d'un noble ne vaut rien. De plus, il se demande pourquoi il a choisi Kabago, un homme du désert, comme capitaine, étant donné que les nobles accordent tant d'importance à la lignée. Vanna mentionne que Kabago n'est pas un mauvais homme, et qu'il est le chasseur le plus compétent qui soit, en plus du fait que les gens du désert possèdent une meilleure force physique. Puis, il voit que Carter a fini de parler avec Roland, et tout le monde se lève, car oui, ils doivent être stricts. Il leur annonce, au nom de Roland, que chacun recevra un œuf supplémentaire pour leur excellent travail, et il explique également en quoi consiste la prochaine épreuve. Chacun devra maintenir la posture pendant 1 heure, et s'ils y parviennent, ils recevront un autre œuf. Les jeunes hommes s'enthousiasment en entendant cela, mais Carter ajoute que, si pour une quelconque raison une seule personne ne tient pas, ils échoueront à l'entraînement, et personne ne recevra le second œuf. Cela inquiète les jeunes hommes, et l'un d'eux demande à Vanna s'il pense pouvoir tenir. Vanna, avalant sa salive, affirme avec assurance que pour 2 œufs, il ferait n'importe quoi. Oui, c'est clairement une exagération. Après cela, Carter retourne auprès de Roland. Roland remarque qu'il veut dire quelque chose, alors il l'encourage à parler. Carter explique qu'il ne veut pas le contredire, mais qu'il doute que ces gens en soient capables, puisqu'il est presque certain qu'ils seront les premiers à fuir le champ de bataille. Et, franchement, il ne comprend pas non plus l'intérêt de cet entraînement, car il doute qu'ils puissent vaincre les bêtes simplement en restant immobiles. Il remet aussi en question la capacité de cet homme du désert à être capitaine, puisqu'il n'appartient à aucun des royaumes du continent. En réponse, Roland lui demande si, avec sa méthode, il pourrait les transformer en bons guerriers en 2 mois. Carter répond que non, qu'il faudrait au moins 5 ans. Roland lui explique que c'est précisément pour cette raison qu'il ne les entraîne pas à devenir des guerriers ou des chevaliers, puisqu'il sait qu'il est impossible d'atteindre cela en 2 mois. Cependant, il lui assure qu'il verra des résultats en peu de temps. Il mentionne également que Kabago et les sorcières appartiennent tous à Border Town, donc il n'y a aucun problème. Il préfère que Carter se concentre sur le plan qu'ils vont suivre plutôt que de s'inquiéter de cela.
Carter examine le contenu, puis, confus, demande pourquoi il tient tant à leur faire apprendre à lire et à écrire. Roland répond qu'il suffit qu'ils apprennent les ordres et qu'il parlera personnellement avec Kyle. Carter commente que cela est inutile sur le champ de bataille. Roland précise qu'une bonne armée est composée de personnes bien éduquées, chose que l'histoire a prouvée par des faits. Plus tard, à l'heure du déjeuner, les recrues savourent leur repas les larmes aux yeux. Puis Carter apparaît et se dirige vers Kabago pour l'informer que l'entraînement de l'après-midi durera jusqu'au coucher du soleil, avec pour objectif de courir 3 tours autour de la ville. S'ils parviennent tous à le faire, ils recevront un autre œuf au dîner. Après cela, il s'en va, et on passe ensuite à toutes les recrues courant de toutes leurs forces pendant que Kabago explique les règles. On voit que Vanna est une fois de plus tout à l'arrière, et, incapable de continuer, il tombe au sol. Il essaie de se relever, mais il ne peut plus retenir l'envie de vomir. Malgré cela, il ravale et retombe au sol. En sueur, il se demande si les autres sont déjà arrivés, et lorsqu'il relève la tête, il ne voit personne. Soudain, sa vision devient floue, et tout ce à quoi il pense, c'est se relever pour obtenir cet œuf jusqu'à ce qu'il entende quelqu'un crier son nom. Puis nous revenons au camp, où Carter demande à Kabago si tout le monde a réussi à revenir. Kabago regarde partout, mais un autre garde arrive, et après avoir compté tout le monde, il annonce que 3 personnes manquent. Kabago est déjà déçu, jusqu'à ce que quelqu'un annonce qu'on peut les voir arriver. Tout le monde se lève, et Kabago court vers eux pour les voir. De loin, tout le monde acclame les 3 amis, et l'on voit Vanna sourire fièrement d'avoir réussi. Asha et quelques autres accourent pour les accueillir, informant Carter que tout le monde est arrivé. L'homme blond déclare l'entraînement terminé, et ce soir-là, tous célèbrent autour d'un feu de camp. Carter se dirige vers Kabago, trinquant au succès de l'entraînement, et annonce également qu'ils s'entraîneront encore cette même nuit. Bien que certains aient l'impression de s'endormir au moindre clignement d'yeux, Carter affirme qu'ils vont pratiquer la formation d'urgence. Nous passons maintenant à Roland, qui se rend dans son bureau et trouve Veronica assise à la table. Elle souligne le fait qu'il a travaillé toute la journée et qu'il est encore occupé, et ajoute qu'elle a mangé son bacon pour qu'il ne refroidisse pas. Roland n'en fait pas toute une histoire, mais il lui reproche tout de même son manque de manière envers un prince, puisqu'elle était auparavant plus respectueuse. Véronica se lève de la table et s'incline en signe d'excuse, mentionnant que le repas avait été préparé pour 2 personnes. Roland se contente de sourire, laissant entendre que l'une des assiettes était pour elle. En le regardant travailler, elle dit qu'elle a entendu dire qu'il couvre les dépenses de la milice et qu'il veut leur apprendre à lire et à écrire, ce qui, pour les nobles, serait une perte. Cependant, Roland considère cela comme un bon investissement. Ainsi, ils comprendront pourquoi ils se battent, et à l'avenir, cela leur sera très utile. Pour l'instant, ils se battent pour manger, et c'est pourquoi il essaie de leur faire comprendre pourquoi ils se battent réellement. Et oui, cela a beaucoup de sens. Puis il demande à Veronica pourquoi la confrérie se bat. Elle répond qu'elles ne sont qu'un groupe de femmes réunies pour survivre, et que cela seul est déjà difficile pour elles, raison pour laquelle elles ne remettent rien en question. On voit Roland travailler jusqu'à l'aube, et avant qu'il ne s'en rende compte, Veronica est déjà partie. Puis il se lève et sort de son sac l'objet qu'il a apporté la veille, qui s'avère être un fusil. Il se rend immédiatement auprès de Carter et Kabago pour tester sa création. Roland le présente comme une arme capable de tuer les ennemis à distance. Carter examine l'arme, demandant si elle est semblable à une arbalète. Roland répond qu'elle est plus lente, mais bien plus mortelle, et propose de leur apprendre à l'utiliser. D'abord, ils prennent un peu de cette matière sombre appelée poudre à canon, la versent dans le bassinet, puis le referment. Ensuite, ils chargent le reste avec la balle et tassent le tout à l'aide de la baguette. Après cela, ils leur ordonnent de viser la cible, en veillant à bien appuyer la crosse contre l'épaule. À son signal, il leur fait tirer. Les 2 tirs projettent l'armure au loin, les laissant tous les 2 stupéfaits. Après cela, Carter demande combien d'armes ils ont fabriquées jusqu'à présent. Roland répond que, pour l'instant, ils n'en ont que 2, mais qu'au moment de la lune démoniaque, ils en auront 2 de plus. Cela décourage un peu Carter. Roland le remarque et lui dit que, même si c'est une arme puissante, il ne peut pas permettre à n'importe qui de l'avoir. C'est pourquoi il la leur confie à tous les 2, afin qu'ils puissent protéger les habitants de la ville. À cela, tous 2 s'agenouillent,
promettant d'être à la hauteur de ses attentes. Au même moment, dans la forteresse de Longsong, le Seigneur des Terres s'entraîne au tir à l'arc. Boris, qui l'accompagne, l'informe de tout ce qu'il a discuté avec Roland, confirmant ainsi que le mur qu'ils construisent est presque terminé. Il mentionne également qu'après s'être renseigné, il a découvert que Roland avait engagé un groupe de miliciens. En riant, il ajoute que Roland leur donne même des œufs à manger. Cela attire l'attention du Seigneur, qui demande s'ils ont réellement des œufs. Boris répond que Roland a acheté des provisions à Willowtown, mais lui dit qu'ils n'ont rien à craindre, car lorsque l'hiver arrivera, ce morveux viendra les supplier de le laisser rester. À cela, le Seigneur l'interrompt. Ils font clairement comprendre que, peu importe à quel point son armée est inutile ou ses provisions limitées, il n'a aucune intention de lui donner la moindre. Lors d'une journée ordinaire, les recrues poursuivaient leur entraînement jusque tard dans la soirée. Greyhound et Brian observaient la scène, lorsque Greyhound suggéra à Brian de rejoindre la milice, convaincu qu'avec ses compétences, il atteindrait un jour le niveau de Steel Axe. Brian accepta, mais à condition que Greyhound le rejoigne lui aussi. Ce dernier refusa, expliquant que patrouiller dans les rues à ses côtés lui suffisait largement. Sur ces mots, ils décidèrent de continuer leur ronde. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils rentraient de patrouille et pénétrèrent dans leur cabane, ils tombèrent sur un groupe éveillé. Brian leur demanda pourquoi ils ne dormaient pas. Leur chef lui répondit qu'il avait une mission pour eux, une mission qui pourrait bien les mener à devenir chevaliers. Brian, perplexe, écouta l'homme expliquer que son oncle était un aide du duc et que celui-ci leur avait ordonné d'intimider le 4e prince pour avoir manqué de respect au duc. Pris de peur, Greyhound demanda s'il comptait le tuer. L'homme précisa que non, car cela retomberait sur le duc, mais qu'il devait incendier la grange afin de les priver de provisions et les contraindre à mendier auprès de la forteresse. Greyhound, encore guidé par un certain sens moral, montra son hésitation, rappelant ce qui s'était passé 2 ans plus tôt lorsque les gens n'avaient plus rien à manger. Il laissait transparaître une part d'humanité. Les autres restaient indifférents, mais Brian demanda comment il comptait infiltrer le château avec si peu d'hommes. Le chef répondit en évoquant un ancien puits abandonné reliant les canaux du château, qu'ils utiliseraient pour atteindre le jardin. Puis, il demanda une dernière fois à Greyhound s'il se joindrait à eux. Malgré sa peur, Greyhound refusa, affirmant qu'ils étaient fous. Il les réprimanda pour leur comportement, soulignant que ce n'était pas ainsi que devaient agir de futurs chevaliers. Il leur rappela que leur devoir était de lutter contre l'injustice sans craindre le pouvoir et de protéger les plus faibles. Brian esquissa un léger sourire en entendant les paroles de Greyhound, mais l'un des hommes, agacé, mit brutalement fin à la discussion en le poignardant dans le dos. Après ce geste froid, il lança un avertissement à Brian. S'il ne coopérait pas, il finirait exactement comme son ami. Ainsi, Greyhound disparaissait presque aussitôt qu'il avait été introduit, laissant derrière lui un silence lourd et une injustice flagrante. En progressant à travers les canaux sombres, Brian ne pouvait s'empêcher de se remémorer leur rencontre. Tous deux avaient été choisis pour diriger les patrouilles, puis désignés capitaines, allant jusqu'à allumer ensemble la tour. Il se souvenait aussi des mots de Greyhound sur son potentiel, sur la possibilité d'attirer l'attention du prince et de devenir chevalier, un rêve que Brian poursuivait depuis toujours. Pourtant, au fond de lui, il était déjà comblé de simplement patrouiller aux côtés de son ami. Ce contraste rendait la situation encore plus tragique. Le groupe atteignit finalement le jardin, où Brian remarqua une étrange machine. Le chef des assaillants avoua ne pas savoir de quoi il s'agissait et ordonna de continuer. Ils franchirent une porte et arrivèrent aux casernes. Le chef demanda alors à Brian le chemin vers la réserve. Celui-ci expliqua qu'après la porte, il fallait tourner et rejoindre la cuisine, où se trouvait le stockage. Avançant un à un pour éviter d'être repérés, ils descendirent vers la cuisine. C'est là que Brian remarqua l'arme du garde devant lui. Profitant du fait que le chef le suivait de près, il attendit qu'il passe près d'une torche. Au moment précis où le chef ferma les yeux, ébloui par la lumière, Brian saisit l'homme devant lui et se jeta avec lui dans les escaliers. Lorsque le chef arriva dans la réserve, il découvrit le corps sans vie du chevalier, et Brian tenant son épée, le regard rempli de détermination. L'homme lui annonça froidement qu'il allait mourir, tandis que les autres commençaient à l'encercler. Un seul resta près de la porte. Mais lorsque le combat éclata, Brian révéla toute l'étendue de son talent.
Il parait les attaques, esquivait avec agilité et contre-attaquait avec précision. Son expérience au corps à corps se faisait clairement sentir. Un à un, ses adversaires tombèrent, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le chef. Porté par les souvenirs de Greyhound, leur projet, leur rêve de rejoindre la milice et de devenir chevalier du prince, Brian trouva une nouvelle force. Le duel final commença, le chef maniant 2 épées, mais cela ne suffisait pas face à la détermination de Brian. Il était sur le point d'obtenir sa revanche, lorsqu'un dernier ennemi, resté près de la porte, intervint soudainement et lui planta une lame dans l'épaule. Brian comprit immédiatement que l'homme qui venait d'apparaître n'était pas un simple membre de la patrouille. Lorsque celui-ci révéla son identité, tous découvrirent qu'il s'agissait de Lord Viper, le célèbre chevalier de la forteresse de Langsong. D'un ton froid, il expliqua que le duc l'avait envoyé et qu'il comptait utiliser Brian comme bouc émissaire pour porter la responsabilité de leurs actes. Brian refusa catégoriquement, et tous deux adoptèrent leur position de combat. Le duel s'engagea aussitôt. Brian attaqua avec détermination, mais ne récolta que des entailles. Lord Viper s'apprêtait à lui porter le coup final lorsque le chef des assaillants intervint, demandant à finir le travail lui-même. Le chevalier rengaina alors son arme et lui ordonna de faire vite. Le chef saisit Brian, et dans ce moment critique, celui-ci murmura des excuses à Greyhound, regrettant de ne pas avoir pu le venger. Mais c'est alors qu'une silhouette surgit. Veronica. Lord Viper tenta de dissimuler son épée sous sa cape, mais Veronica esquiva avec une vitesse fulgurante et lui trancha le bras sans hésitation. Elle les traita de misérables rats d'égout et leur ordonna de retirer leurs mains de sa proie, imposant immédiatement sa domination sur le champ de bataille. Le lendemain, Brian se réveilla dans un lit, entouré de Roland et des autres. En essayant de se lever, il fut arrêté par Roland, qui lui conseilla de se reposer. Il lui confia qu'il connaissait tout ce qu'il avait fait, saluant son courage et le remerciant au nom de toute la ville. Brian refusa ses éloges, attribuant tout le mérite à Greyhound. Roland répondit qu'il était déjà au courant, car Hillsmaid avait tout avoué après avoir été interrogé, de manière brutale. Il demanda à Brian de ne pas s'inquiéter, promettant que Greyhound aurait des funérailles dignes et que sa famille serait prise en charge. En apprenant cela, Brian demanda des nouvelles des coupables. Roland lui révéla que Hillsmaid était toujours en vie et qu'il détenait également un chevalier de Langsong. Il lui demanda ensuite de se reposer, jurant sur son nom que justice serait rendue. Avant de partir, Roland ajouta qu'il avait déjà réorganisé les patrouilles, mais qu'une fois la lune démoniaque terminée, il célébrerait son adoubement. Surpris, Brian lui demanda ce qu'il voulait dire. Roland répondit simplement qu'il allait devenir son chevalier. Alors que Roland quittait la chambre, Baroff l'arrêta pour lui dire que punir les 2 coupables ne serait pas aussi simple. Intrigué, Roland demanda pourquoi. Le vieil homme expliqua que le duc Ryan était très probablement impliqué, puisque Hills était le neveu de Boris et que l'autre était un chevalier de Langsong. Avec de telles connexions, il pourrait aisément acheter leur pardon. À cet instant, un soldat arriva pour annoncer que Baron Boris demandait une audience avec Roland. Le timing paraissait presque trop parfait. Roland donna alors l'ordre à Carter d'aller chercher Nanawa afin qu'elle soigne discrètement les blessures de Brian. Dans la grande salle, Roland prit place sur son trône et demanda à Boris la raison de sa visite. Ce dernier commença par présenter ses excuses au nom de son neveu Hills et du chevalier de Langsong. Pour obtenir leur pardon, il proposa 50 dragons d'or. Après avoir écouté cette excuse soigneusement fabriquée, Roland lui demanda s'il insinuait que le duc Ryan était derrière toute cette affaire. Boris nia immédiatement. Roland poursuivit alors en demandant si cela venait directement du capitaine de la garde du duc. Pris au dépourvu, Boris rejeta la faute sur Lord Viper, affirmant que le duc était loyal à la famille royale et n'aurait jamais autorisé une telle chose. Roland répondit qu'il choisirait de faire confiance au duc et considérerait donc l'acte comme une initiative personnelle. Boris, soulagé, le remercia et demanda ce qu'il pouvait faire de plus. Mais la réponse de Roland le glaça. Il déclara qu'il se chargerait lui-même de nettoyer les sales affaires du duc. Il énonça clairement les faits. Viper, chevalier de Langsong, et Hillsmaid, membre de la patrouille, avaient assassiné un compagnon. Ils avaient infiltré les lieux et tenté de l'assassiner. Pour ces crimes, ils seraient tous deux pendus immédiatement. Boris resta figé, sous le choc.
Il protesta en disant que Dieu pardonnait les crimes de la noblesse. Roland répondit sans hésiter que, s'il souhaitait obtenir le pardon de Dieu, il les enverrait directement à lui pour qu'il puisse le recevoir. Une réponse tranchante, sans appel. Enfin, Roland rappela à Boris que, en tant qu'administrateur de la ville frontalière, il avait le devoir d'assister à l'exécution. Une obligation qui laissa le baron profondément troublé et visiblement contrarié. Ainsi, toute la ville se rassembla pour assister à l'exécution. Roland fit énumérer publiquement les crimes commis la nuit précédente, rappelant comment Brian et Greyhound avaient découvert le complot. Grâce à eux, personne ne manquerait de nourriture. Leur sacrifice méritait le plus grand respect. Tous deux furent proclamés héros, élevés au rang de chevaliers, et une grande cérémonie funéraire fut organisée en l'honneur de Greyhound. Plus tard dans la nuit, Roland remercia Veronica pour avoir sauvé les provisions. Elle répondit avec désinvolture que ce n'était rien, ajoutant qu'elle devait bien rendre l'appareil puisqu'elle mangeait gratuitement ici, une modestie toute relative. Roland avoua qu'il ne s'attendait pas à une telle aide de sa part. Il mentionna même que Carter ne cessait de lui demander s'il avait engagé une experte pour ce genre de situation, mais qu'il préférait garder cette experte dans l'ombre. Véronica rétorqua qu'elle n'était pas meilleure qu'un chevalier, mais qu'en tant que sorcière, elle possédait ses propres moyens de se défendre. Conscient que des incidents similaires pourraient se reproduire, Roland lui proposa alors de rester en tant que garde secrète, en échange de 2 dragons d'or par mois et de congés payés, une offre plutôt étonnante. Ne comprenant pas ce que signifiaient des « vacances », Véronica demanda des explications. Roland précisa qu'il s'agissait de jours de repos durant lesquels elle continuerait à être payée. Elle esquissa un sourire, mais changea rapidement de sujet. Elle souligna l'étrangeté de la situation. Le jour même, Roland avait exécuté un chevalier et le neveu d'un noble au nom de Dieu, tout en défiant la volonté divine en sauvant Anna et en protégeant Nanaoua. Elle lui demanda alors ce que signifiait Dieu à ses yeux. Roland répondit calmement que Dieu ne chassait pas les sorcières, c'était l'Église qui le faisait. Ils savaient tous deux qu'elles étaient innocentes, et c'était précisément pour cela qu'il les avait protégées. Le crime existait toujours, et la loi s'appliquait à tous. La seule différence résidait dans ceux que cette loi choisissait de protéger. Lui, affirma-t-il, ne faisait que ce qu'il jugeait juste pour son peuple. Et si un Dieu ne pouvait comprendre ses actions, alors ce Dieu n'en était pas un. Quelques jours plus tard, Brian se rendit devant la tombe de Greyhound. Il lui annonça qu'il avait réalisé son rêve. Le prince les ferait chevaliers après la lune démoniaque. Il raconta aussi qu'une sorcière l'avait sauvé et que désormais, il protégerait tout leur peuple. Lui aussi veillerait sur cet endroit, pour lui. Enfin, après ces mots, il fit ses adieux à son ami, laissant derrière lui un mélange de tristesse. Passons à la forteresse de Longsong, où Boris informe son seigneur de ce que Roland a fait. Furieux de ce qu'il a fait à son neveu, il lui dit que la cavalerie est prête à anéantir toute la ville frontalière. Le duc examine attentivement la carte et demande à Hermond s'il a quelque chose à dire. Hermond tente de raisonner le baron et le marquis, expliquant que s'il met ce plan à exécution, ils sacrifieront des vies innocentes et rompraient leur lien avec la famille royale. Mais s'il refuse de changer de décision, Hermond a 3 suggestions à lui faire. Premièrement, il devrait déplacer à la fois la population et les ministres sous prétexte de les protéger. Deuxièmement, s'il décide d'attaquer Bordertown, il déclarera la guerre à Grey Castle. Ils doivent donc également se préparer à l'avancée de l'armée du prince Goran. Troisièmement, il devrait préparer les troupes sous prétexte des bêtes démoniaques. Cependant, il avertit que s'ils finissent par attaquer Bordertown, ils ne seront pas prêts pour ce qui les attend, puisque ces derniers s'y préparent depuis des mois. Et si, pour une raison quelconque, ils ne remportent pas la guerre rapidement, Grey Castle les encerclera. Il recommande donc d'attaquer une fois les mois des démons terminés. Le seigneur marquis accepte sa recommandation et ordonne de préparer les choses en conséquence. De retour à Bordertown, Roland et les autres observent la nouvelle création. Roland demande à Anna de démarrer la machine. Elle obéit à l'ordre. En voyant l'eau bouillir à l'intérieur, Carter demande à Roland s'il s'agit d'un type de four. Roland répond que, d'une certaine manière, oui, mais avec des roues et un levier métallique. Et oui, c'est très différent, mais la clé réside dans les lois selon lesquelles ils sont combinés. Il explique que cette chose appelée vapeur, s'ils parviennent à en maîtriser les lois,
Même la plus petite force de la nature peut croître jusqu'à devenir irrésistible. Alors que les mécanismes commencent à fonctionner, Anna demande à Roland comment s'appelle cette nouvelle invention. Roland répond calmement qu'il appelle cela une machine à vapeur. Puis, ayant dit cela, il demande à Carter ce qu'il en pense. Carter lui avoue honnêtement qu'il est impressionné et pense même que cela pourrait remplacer à la fois le travail humain et animal. Après tout, il faut 15 ans pour entraîner un bon cheval, alors que construire cette bête ne prend que 3 jours. Cependant, cela le rend un peu mélancolique, car désormais il ne sait plus s'ils ont vraiment besoin de chevaliers. Roland le rassure, en précisant qu'être chevalier est un héritage, monter à cheval est une compétence, et que celui qui est chevalier le restera toujours. De plus, pour le moment, ils ne l'utiliseront pas dans le domaine militaire, mais dans les mines pour l'extraction. Nous passons donc à la mine du Nord, où les ouvriers transportent les rails et les posent sans interruption. Puis ils attachent la corde à la machine et mettent le chariot en place pour commencer l'extraction du minerai. Une fois la collecte terminée, Carter abaisse le levier, la machine se met en marche, et en quelques secondes, le chariot revient avec les minerais. En voyant cela, les gens commencent à célébrer. Mais Roland les avait prévenus de quelque chose. La vapeur est suffisamment dangereuse pour provoquer des brûlures. Il leur a donc ordonné de dégager la zone avant de libérer la vapeur. Nous passons maintenant à Nana, où l'on voit Anna utiliser sa magie pour assouplir le métal et fabriquer les nouvelles machines. À ce moment-là, Anna suggère de faire une courte pause. Nana accepte, mais on lui demande alors si elle n'a pas peur que les démons la dévorent. Nana admet qu'elle a peur, alors Anna la rassure en lui disant qu'elles surmonteront cela. Malgré tout, Nana ne se sent pas confiante, car elle n'est pas aussi forte qu'Anna. Anna lui dit qu'elle non plus n'est pas forte, expliquant qu'elle pensait autrefois que mourir était son destin. Jusqu'à ce qu'elle trouve une raison de vivre, et Nana en trouvera une aussi, même si... À ce moment-là, Brian arrive, disant à Anna et à Pin que Roland les a fait appeler, car quelqu'un vient d'être brûlé. De retour auprès de Roland, on lui annonce que Neil, l'opérateur de la machine à vapeur numéro 1, n'a pas respecté le protocole de sécurité et a causé de graves brûlures au visage du contremaître. Après avoir confirmé que les consignes avaient bien été transmises, Roland demande à Boris d'appeler Nana. Mais avant cela, Brawl lui fait remarquer quelque chose. Ces mineurs ne sont pas dignes de confiance, et si Pine le soigne, elle révélera son identité de sorcière, ainsi que le secret de leur présence ici. Puisque cela finira par être découvert de toute façon, Roland décide d'envoyer les sorcières, car le plus important est que les gens ne prennent pas peur de la machine. Ainsi, ils se rendent auprès du contremaître, dont tout le visage est bandé. Neil, qui l'a accidentellement brûlé, est également dans la pièce, en train de pleurer, puis Anna et Pin arrivent. Roland demande à Nana de s'approcher et de le sauver. Les ouvriers présents ne comprennent pas pourquoi ils ont fait venir une petite fille. L'infirmière découvre le visage du contremaître. Ses compagnons sont choqués en le voyant, et Nana prend également peur. Cependant, Roland lui dit de ne pas avoir peur, comparant cela au fait de soigner un petit animal. Et ainsi, Nana se concentre. Grâce à sa magie, elle crée une sphère d'énergie qui se diffuse sur tout le visage du contremaître, guérissant toutes ses brûlures et le plongeant dans le sommeil. Roland félicite Nana. Cependant, les mineurs ont peur d'elle parce qu'elle est une sorcière. Roland la défend, affirmant qu'elle est son alliée et qu'elle combattra à leur côté. Brian la défend également, soulignant qu'elle a sauvé le contremaître et que les seuls à causer du tort sont la noblesse et l'Église. Malgré cela, Nana s'enfuit. Roland part à sa poursuite. Mais à ce moment-là, Baroff arrive, l'avertissant que le baron Pine a fait irruption dans le château et qu'il semble être au courant pour Nana. Anna demande à Roland d'aller voir le baron, tandis qu'elle ira à la poursuite de Nana. Ainsi, accompagnés de Carter et Baroff, ils vont confronter le baron. En entrant dans la pièce, le baron demande où se trouve sa fille. Roland tente de raisonner les choses, mais le baron refuse et, dégainant son épée, exige qu'on lui rende sa fille. Carter adopte une posture défensive, mais cela ne fait qu'aggraver la colère du baron, qui attaque sans hésiter. Carter, évitant de le blesser, se contente de se défendre. Voyant la situation, Roland demande au baron s'il est prêt à aller aussi loin, alors même qu'il est le père de Nanawa. Le baron répond que c'est précisément pour cette raison qu'il agit ainsi. Roland lui demande s'il sait ce que l'Église fera à sa fille. Le baron répond qu'il ne se soucie pas de ce que fera l'Église, c'est sa fille, et il ne laissera personne la toucher.
Après avoir entendu cela, Roland lui demande s'il le pense vraiment. Comprenant qu'il s'agissait d'un malentendu, il s'arrête pour discuter. Roland lui explique que Nanawa est dans son château parce qu'il veut la protéger, et en même temps lui apprendre à utiliser sa magie. Après avoir entendu tout cela, le baron s'excuse. Il explique qu'il pensait que Roland voulait la livrer à l'église. Roland le rassure et lui demande depuis combien de temps il est au courant. Le baron répond qu'il le sait depuis longtemps, mais qu'il l'a gardé secret. À ce moment-là, Anna et Nanawa arrivent. Lorsque Nanawa voit son père, elle prend peur. Le baron lui demande de venir dans ses bras, mais Nanawa lui demande s'il compte la vendre à l'église. Le baron nie cela, et Nanawa se jette alors dans les bras de son père en pleurant. Après cela, ils se rendent dans la salle à manger. Là, Roland explique au baron que, en réalité, la première personne à avoir découvert le pouvoir de Nanawa était son enseignante. Et comme elle était l'amie d'Anna, elle lui a confié la protection de Nanawa. C'est pour cette raison que, depuis 1 mois et demi, elle s'entraîne à utiliser ses capacités de guérison. En entendant cette dernière partie, le baron comprend pourquoi ce chat gravement blessé a pu remarcher, voyant avec quelle aisance Roland parle des pouvoirs des sorcières. Roland lui demande s'il ne croit pas que les sorcières sont maléfiques. Le baron répond que non, car après tout, sa fille n'est pas mauvaise. Roland est d'accord avec lui. Puis, mettant cela de côté, il lui demande de permettre à Nana de rester à Bordertown pour aider durant les mois des démons. Le baron refuse sa demande, arguant que sa fille est encore jeune et, en plus, qu'elle ne peut soigner que de petits animaux. Comme par destin, Brian arrive à ce moment-là avec les mineurs. Celui qui avait été blessé, désormais complètement guéri, s'approche de Nana et s'agenouille, la remerciant de lui avoir sauvé la vie. En larmes, il promet de ne jamais oublier sa gentillesse. La petite Nana devient nerveuse, mais le mineur s'exclame alors que désormais, elle est sa déesse. Nana répond que ce n'était rien et qu'elle est heureuse d'avoir pu aider. En voyant tout cela, tous les présents se mettent à pleurer, y compris le baron. Après cela, ils se rendent dans la cour. Roland parle du père du baron, un bon chevalier qui a obtenu le titre de baron grâce à tous ses mérites. Son père se battait pour les innocents. Lorsque des bêtes sont arrivées dans la région qu'il défendait, il a quitté la milice et a mené ses hommes à la victoire contre elle. Le baron était également présent à l'époque, alors qu'il avait 10 ans. Il explique que la bête était un énorme hybride, un mélange entre un cerf et un taureau, avec des pattes aussi hautes qu'un homme, et que le sol tremblait lorsqu'elle courait. Et aujourd'hui encore, il conserve ses cornes chez lui. Roland lui dit qu'il ne ressemble pas aux autres nobles. Toute son apparence le fait davantage ressembler à un chevalier qu'à un baron. C'est pourquoi il lui demande d'organiser une milice pour protéger sa maison et la ville, afin qu'ils puissent se battre ensemble. Avant d'accepter, Pin lui demande d'envoyer Nana à la forteresse de Longsong, car s'ils échouent, il veut qu'elle reste en sécurité. Roland lui demande s'il sait ce qui arrivera si la forteresse découvre que Nana est une sorcière. Le baron comprend parfaitement ce qui se passera, et il a déjà constaté que les habitants d'ici l'acceptent. Roland est certain que très bientôt, ils loueront son nom comme celui d'un ange gardien. Il lui jure que cette ville ne tombera pas et que, lorsque les mois des démons arriveront, il combattra aux côtés de son peuple. Ils ne se battront pas contre de simples démons, mais contre des bêtes mutées. Le père du baron les a affrontés et a remporté la victoire sur une plaine ouverte. Et maintenant, il dispose d'un mur presque imprenable. Si quelque chose d'imprévu se produit, Anna et Nana seront les premières à partir. Sur ces mots, le baron Pine décide de combattre à ses côtés, et l'on voit chaque chevalier se préparer, y compris Vanna, Brian, Kabago, ainsi que la stratégie de Carter. Un autre jour, on voit Veronica avec Anna et Nana. Pendant qu'elles nourrissent Nana, Veronica demande à Anna si elle est certaine de ne pas vouloir partir avec elle pour rejoindre la confrérie, car elle peut voir la magie en elle et sait qu'elle possède un pouvoir comme on n'en a jamais vu. Anna lui demande où elle vivait avant de rejoindre la confrérie et si elle était heureuse. Veronica répond que c'était dans une ville à l'est, près de Grey Castle. Anna lui dit qu'elle vivait autrefois dans une maison en ruine près des mines. Sa mère est morte dans un incendie et son père l'a vendue pour 25 dragons d'or. Roland l'a sortie de prison et c'est ici qu'elle est heureuse. Cependant, Veronica répond que malgré tout, elle n'est toujours pas libre. À cela, Anna réplique qu'elle est à la recherche de sa propre liberté et qu'elle sent qu'elle se trouve ici.
C'est alors que Nana les appelle à la fenêtre, et elle réalise qu'il commence à neiger, ce qui signifie que l'hiver est